laissons les médecins prescrire et laissons le libre consentement. Parce que c'est la clé de voûte. On n'est pas dans un pays où on impose des soins obligatoires à tout le monde, ce n'est plus un pays démocratique, c'est une dictature. Nous devons désobéir parce que la désobéissance face à la dictature, l'oppression, elle existe dans notre constitution, elle existe dans les droits de l'homme. Parce que là, nous sommes face à l'oppression, à des lois qui sont injustes, et nous devons devenir des Antigones, et nous avons le droit de l'être. Et ça, il faut que les Français le comprennent, et j'ai le droit de me battre, j'ai le droit d'exprimer ce que je ne partage pas de cette pensée unique, et je ne demande pas aux gens de prendre des armes, je dis simplement, combattez avec votre cerveau, combattez avec votre critique, combattez avec vos opinions, combattez en étant un sujet de droit et pas un objet. Mais à la base, à la fin, il faut quand même penser qu'il y a l'homme et l'amour dans tout ça. On vient sur Terre pas pour une guerre, on est en train de nous faire vivre une guerre. Et moi, j'ai envie de retrouver la paix sociale, j'ai envie de retrouver la sérénité, j'ai envie de retrouver que les gens ne soient pas là dans un cadre de guerre quotidienne, dans des clivages permanents. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est on nous met au monde pour vivre, aimer, travailler, faire l'amour, s'amuser, regarder des pièces de théâtre, aimer la nature. Tout ça est broyé aujourd'hui. En France, mais bon, on vous fait veiller un peu plus tard, donc c'est parfait. Alors, est-ce que vous avez déjà été présenté là, au public québécois, à l'audience, mais pouvez-vous expliquer qui vous êtes, quel est votre passé scientifique et qu'est-ce que vous faites actuellement? Et par ça, je vais vous laisser parler. Vous avez entendu Michael Yeadon parler du vaccin. Donc, je pense que ce serait important que vous expliquiez un peu ce que Michael Yeadon a expliqué dans vos mots en français pour les gens qui sont francophones dans l'audience. Francophone? I thought it was in English. Am I supposed to speak in English or in French? Vous pouvez le faire en français, oui. En français. Everyone is sure about that? Oui, absolument. C'est une demande que j'ai de vous faire parler en français. Okay, d'accord. Well, so apologies to Michael because he will not be in the capacity to understand. So just a little introduction. I shall give support to what he mentioned about the functioning of these vaccines. Alors, pour me présenter, je suis donc Dr Alexandra Henrion-Caude. Je suis généticienne. Je dirige un institut de recherche qui s'appelle Simplissima sur des solutions simples en matière de santé. Et voilà. Et anciennement, j'étais directrice de recherche à l'INSERM, donc c'est notre French NIH, if I may. Et en fait, je me suis retraitée de cela. J'ai fait une partie de mes études un petit peu en Amérique du Nord. J'étais à Harvard Medical School en postdoctorat. Et voilà, voilà, to make a long story short, j'ai toujours questionné le fonctionnement, en fait, comment est-ce que nos gènes intégraient les informations de l'environnement. C'est vraiment la lame de fond des questionnements que j'ai eus en sciences, et ça m'a permis d'intégrer beaucoup de complexité, évidemment, parce que au lieu de rester statiquement au niveau de notre génome, eh bien du coup j'étais obligée de m'éloigner du génome, c'est-à-dire jusqu'à essayer de faire le lien entre notre environnement et nos gènes. Et alors, dans ce voyage extraordinaire que m'a donné la biologie, eh bien, j'ai du coup, il y a à peu près 15 ans, avec les progrès que nous avons faits en sciences, j'ai eu à découvrir le niveau de l'ARN, et qui est un niveau extraordinaire parce qu'en fait, il est véritablement la connectivité qu'il nous faut entre, d'une part, le génome qui est un peu statique, quoi, un peu le disque dur, et d'autre part, l'environnement et sa complexité.
Et donc ça m'a, voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est pendant plus de, enfin bon, largement plus de 10 ans. Et lorsque la crise de Covid a commencé, il y a, pour nous c'est un anniversaire en France, puisque ça fait pile 1 an que nous avons vécu le lockdown, notre premier lockdown, et en guise d'anniversaire, ils nous mettent encore une fois en lockdown. C'est notre 3e lockdown que nous subissons. Toujours pas d'indication de pourquoi on le subit. Et j'étais sur un plateau télévisé là, et j'ai essayé de poser la question de pourquoi, à quoi sert un lockdown. Mais non, les gens, ils étaient plutôt sur comment on doit faire le lockdown avec telle variante, etc. Et vous dites, mais attendez, on est dans le réel ou on est dans l'irréel? Et c'est un vrai problème qu'on a à tous les niveaux, y compris au niveau des vaccins. Alors, comment est-ce que ce irréel surgit au niveau des vaccins? Eh bien, on a vu comment normalement un nouveau virus arrive, eh bien, on va développer tout un arsenal thérapeutique pour soigner. Donc, évidemment, des médicaments, une prise en charge, et puis des vaccins. Ça, c'est un arsenal assez habituel. Il se trouve que, pour des raisons que nous n'avons toujours pas très bien compris, il a fallu mettre une accélération sur l'agenda vaccinal au point de dire, bah, tant pis, on fait fi de la fin des essais cliniques et on va directement passer à une stratégie offensive, que je dis offensive parce que véritablement, si jamais on prend pas le temps de l'essai clinique, elle est une stratégie pour le moins inhabituelle. Alors peut-être offensive, c'est trop fort comme mot, mais alors on va dire une stratégie dans le désordre, inhabituelle, de vacciner massivement des populations, alors même que nous sommes en essai clinique. Donc ça, c'est évidemment un premier problème. Le deuxième problème que nous avons eu, la communauté scientifique, enfin un bon nombre de personnes dans la communauté scientifique, on a été étonnés de voir arriver pour cela des nouvelles technologies, notamment basées sur l'ARN, qui sont des technologies qui n'avaient pas été, qui si elles avaient été testées chez l'homme, c'était des phases 1, des phases très limitées, phase 1, phase 2, sur la grippe, mais en fait sans indication d'aller plus loin, etc., etc. Et puis tout d'un coup, paf, on nous dit, bah, c'est ça qu'on va utiliser pour tout le monde. Et puis on n'attend pas la fin des essais cliniques et on balance. Donc dans toute la façon dans toutes les étapes finalement, on a vu un certain nombre de problèmes inhabituels auxquels véritablement on a tous été un petit peu pris de court parce que à chaque fois ce n'est pas la façon habituelle de développer les produits. Voilà. Pour faire court, je sais pas, je préfère qu'il y ait plus d'interaction et pas faire de longs monologues. C'est une bonne entrée en matière, mais on vous a vu sur beaucoup de plateaux de télévision en France. Vous avez exprimé beaucoup de préoccupations par rapport à ce que vous venez d'expliquer. Quelles sont vos préoccupations principales relativement à cette situation-là? Écoutez, la pire aujourd'hui, elle est face aux résultats. Face aux résultats des quelques pays qui ont le plus massivement vacciné. Et c'est donc une préoccupation que j'ai, qui est que finalement la preuve de l'efficacité, elle n'est pas là. Comment je me permets de dire ça? Tout le monde peut aller sur des plateformes accessibles au public qui s'appellent Our World in Data, notre monde en données, et Our World in Data, COVID-19 Death. Vous pouvez ainsi sélectionner les différents pays. Et si vous sélectionnez les pays qui ont le plus vacciné, bien c'est évidemment l'Israël et puis l'Angleterre.
Et la situation est très, très, très préoccupante puisque dans les deux cas, que ce soit Israël ou l'Angleterre, j'ai le regret de vous dire que consécutivement à la vaccination, nous n'avons pas vu une efficacité de cette stratégie vaccinale. Et pire, nous avons vu le pic le plus meurtrier de morts Covid dans ces deux pays. Ce qui évidemment pose un certain nombre de questions. Et là, vous voyez, je sors d'un plateau télévisé, je vais me faire incendier demain, je le sais à l'avance, parce que j'ai essayé de donner ces faits. Ces faits, ils sont incontestables. C'est des faits, c'est des observations. Donc l'urgence, elle est de se poser des questions à partir de là, et de comment, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut en conclure, etc., etc. Plutôt que de dire, ben, vous savez quoi, on continue à vacciner coûte que coûte, sans se poser la moindre question. Et ça, ça fait partie des problèmes que j'ai. Il y en a évidemment bien d'autres inhérents à la technique même. Michael a parlé de cette production de protéines spike qui effectivement mime la signalisation. Donc en fait, il faut s'imaginer des petites protéines qui sont donc ainsi produites. Et en fait, la signalisation, c'est quoi? Ça n'est rien d'autre que le lien entre une protéine et son récepteur. Et là, paf, ça allume des cascades de régulation. Ces cascades de régulation, évidemment, elles ont lieu que ce soit par le virus ou que ce soit mimé par le vaccin. Et donc ça fait partie des questions que Michael posait. Et puis il y en a bien d'autres qui sont cette fois plus inhérentes à l'ARN. En fait, on a énormément de questions sur la distribution, sur la clairance, c'est-à-dire une fois qu'on a cette petite ARN qui se balade, mais donc il se balade, d'accord, il va dans combien de types cellulaires? Dans tous les types cellulaires, a priori il peut, parce que c'est pas parce qu'il est injecté dans le muscle qu'il peut pas se balader dans la circulation. Michael en a parlé aussi. Une fois qu'il se balade dans toute la circulation, évidemment, il peut délivrer le message d'ARN dans différentes cellules. Et puis après être produit par ces cellules. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois que j'entends parler de scientifiques, ils disent non mais c'est pas grave, ça sera dégradé très vite. Et ils vous disent par exemple quand c'est sur une table, l'ARN se dégrade. Mais on a l'impression qu'ils n'ont pas bien compris que l'ARN n'est pas sur une table et que l'ARN est à l'intérieur de soi. Et même, il est encapsulé dans des capsules de nanoparticules de lipides, justement pour pas qu'il soit dégradé. Et donc, en fait, vous voyez comment on déplace à chaque fois les questionnements et au lieu de rester dans l'organe tel qu'il est inséré, tel qu'il est injecté. Donc, il y a énormément de questions qui sont en suspens, sur lesquelles je n'arrive pas à obtenir de réponses parce qu'il n'y a pas les publications pour y répondre et qui sont fondamentales parce qu'elles posent notamment le problème d'une éventuelle transmission de cette information de génération à génération. Notamment, ça fait partie de beaucoup de problèmes que posent ces nouvelles techniques, hélas. Une question pour vous. Vous avez parlé tantôt là, sur le plateau de télévision, les gens étaient préoccupés là, plus par la question des variants et sur comment on ferait le confinement que par rapport à vraiment pourquoi confiner une troisième fois. Qu'est-ce que vous auriez à dire présentement sur la question des variants en tant que généticienne? Les variants, c'est ça qui est génial, c'est que c'est une grande leçon d'humilité. C'est que, en fait, le premier problème qu'il y a face à développer un vaccin anti-coronavirus, c'est un problème qu'on connaît parce qu'il a déjà été montré sur d'autres coronavirus. C'est que le risque que vos anticorps, au lieu de neutraliser le virus,
Donc, les anticorps qu'on vous fait produire risquent de faciliter le virus. Donc, il y a une une possibilité d'aggravation de la maladie. Ça, c'est le tout premier problème. Après, le deuxième problème que j'ai, c'est que toutes les stratégies vaccinales qu'on a proposées, elles sont fondées sur la protéine S. C'est très embêtant parce qu'en fait, la protéine S, c'est la partie qui varie le plus. Et nous avons effectivement actuellement en France, je crois que un nouveau variant est arrivé, ce qu'on appelle le variant breton d'une région de la France, et il se trouve que il cumule un nombre de mutations dans la protéine spike et de délétions qui est impressionnant, au point même qu'il échapperait de ce qu'on en sait à la détection par PCR. Donc, et d'une certaine façon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas tellement, c'était quelque chose d'attendu, c'était quelque chose qu'on savait. Sur le SARS-CoV-1, la partie spike était la partie qui variait le plus. Donc, c'était quelque chose qui était attendu. Alors, évidemment, quand on a plein de variants qui sortent de tous côtés, bien, ça fait aussi tomber l'efficacité de la stratégie vaccinale. Vous avez, vous voyez, à tous les niveaux, après, vous avez quel type de technologie on utilise pour faire puisqu'on a choisi la protéine spike. Ben, on choisit deux stratégies sur lesquelles on n'est pas très avancé, puisqu'elles sont encore en recherche et développement. C'est d'une part l'injection d'ARN et d'autre part le vaccin avec organismes génétiquement modifiés. Encore une fois, on se dit, mais alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça sur une population totale, etc., etc. Donc, voilà, là, je vous ai cité, vous voyez, ne serait-ce que 4 niveaux qui sont des questionnements absolument majeurs sur lesquels, on a à chaque fois une quantité de risques impressionnante. Comment expliquez-vous, en tant que scientifique, que ces questions-là ne sont pas débattues? Je vous entends pas bien, là, Dominique. Est-ce que vous m'entendez bien, là? Non, pas bien. Je ne sais pas si les autres vous entendent bien, parce qu'à mon avis, je suis comme les autres. Hein. Est-ce que là, c'est mieux? Bah, écoutez, je vais vous mettre au téléphone, parce que là, sinon, j'entends rien. Dites-moi, Ouais. vous dites qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, mais vous avez eu peu de réponses à vos questions. Comment vous expliquez ce silence ou le peu de réponses que vous avez à vos questions que vous avez tout simplement parce que il y a un refus du débat. Si jamais, au lieu de faire des monologues, j'avais la possibilité de débattre, ça marcherait évidemment mieux. Et donc, en fait, quand je pose des questions, au lieu de dire, ça c'est irresponsable, ça c'est pas une question qu'on pose, ça c'est impossible, et puis après revenir sur l'idée que c'est impossible en disant c'est très très peu probable. Si c'est très très peu probable, c'est que c'est probable. Ça c'était sur la possibilité que l'ARN devienne ADN et s'intègre dans les génomes. Et ça fait partie des choses qui sont envisageables sur le plan de nos connaissances. Mais voilà, au début, on me disait non, ça c'est impossible. Ah bon, c'est impossible, mais sauf que, alors j'ai tellement poussé la question que finalement on m'a admis que c'était impossible, mais très très peu probable. Donc ça je connaissais pas cette notion-là, mais du coup, évidemment, à chaque fois, il faut que je pousse davantage. Je disais si c'est très très peu probable, ça veut dire que vous connaissez une statistique qui vous parle d'une probabilité d'intégration dans le génome. Évidemment, c'est faux, on n'en connaît pas. Mais vous voyez comment, à force de marteler des vérités scientifiques, des faits établis, eh bien, petit à petit, on arrive à pousser, mais ça serait beaucoup plus rapide si simplement on pouvait avoir un débat ouvert en disant, voilà, moi j'ai ma list of concern, mais peut-être que je pourrais la passer avec vous, my list of concern, et forcer les laboratoires à nous répondre sur ces questions. Merci beaucoup, Alexandra, pour les réponses très éclairantes que vous venez nous fournir. Je vous invite à rester avec nous. I said to Michael that I had a question that I asked him in Stockholm, and I want to ask him the same question. Michael, I had asked you in Stockholm when we interacted together that question.
how do we get out of this crisis? Alexandra, comment voyez-vous une sortie de la situation dans laquelle on se retrouve un peu partout dans le monde, y compris en France? Est-ce que vous avez entendu la question? Oh, je crois qu'on ne vous entend pas, Alexandra. Vous pouvez peut-être remettre votre micro ou il y a peut-être un problème de son. Ah oui, pardon. Oui, voilà. Ça va, ça marche. Question, Alexandra? Oui, oui, je vous ai entendu. Oui. Je disais que c'était une excellente question. Je nous vois sortir de cette crise par nous-mêmes, par chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ça fait 1 an que nous sommes englués dans cette histoire de Covid-19 et nos gouvernements ont démontré d'une façon assez collective qu'ils étaient incapables de nous sortir de là. Et non seulement ça, ils ont montré que leurs mesures, qui étaient des mesures politiques et non fondées sur la science, je veux parler notamment du confinement, notamment du port du masque obligatoire dans la rue, etc., qui sont véritablement des mesures politiques et non fondées sur la science. Eh bien, on en a vu tout l'échec. Après, on nous a dit, c'est en fait la bonne stratégie, c'est tous se vacciner. Et donc, voilà, à chaque fois, on voit des échecs. Et donc, il y a quelques espoirs. Il y a une marche qui est organisée pour la liberté dans tous les pays du monde. Je crois que vous en avez une à Montréal. Mon petit doigt m'a dit. On en a une le 13 mars dernier. Il y en a une prochaine samedi qui vient, oui. C'est ça. Et nous aussi à Paris. Et donc, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que dans tous les pays du monde, il faut le savoir, je crois qu'en tout cas, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on a un rassemblement mondial qui est organisé comme ça dans énormément de pays, dans énormément de villes. Et donc, en fait, là, il va y avoir plein d'énergies positives qui vont être rassemblées de cette façon-là, au nom d'un seul mot qui s'appelle le mot liberté.